Nous sommes en Alsace. Cet homme s'appelle Jean-Pierre Schneider, il a 48 ans. Avec sa femme, il vit caché dans ce village depuis qu'il a tué un homme, il y a 7 ans, à Haguenau, à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg. Depuis des mois, Jean-Pierre et sa famille étaient harcelés par une bande de jeunes qui les agressaient chez eux. Un soir de décembre 2003, excédé, il tire 2 coups de fusil. Un jeune homme de 23 ans s'effondre. Aujourd'hui, Jean-Pierre a déménagé et essaye de vivre normalement, loin du quartier où a eu lieu le drame. L'ambiance, c'était mauvais, parce qu'on avait des problèmes avec les jeunes. Et j'ai commencé 3 ou 4 mois avant le drame. Ils ont jeté des cailloux, ils m'ont tiré dedans avec des pistolets, des fusils. J'ai prévenu la police de Haguenau. Et ça a continué pendant 3 mois comme ça, avant le drame. C'est dans cette maison que Jean-Pierre Schneider a habité pendant 2 ans, à Haguenau. Le 11 décembre 2003, une fois encore, une trentaine de jeunes se rassemblent devant sa maison, lancent des insultes et pire encore des projectiles. Jean-Pierre craque, prend un fusil, tire par la fenêtre. Il touche mortellement Cédric Brett, un jeune homme de 23 ans. Jean-Pierre Schneider est arrêté. Condamné à 5 ans de prison avec sursis, il est remis en liberté après 11 mois de détention préventive. Il doit payer 36 000 € à la famille de la victime. Jean-Pierre a fait appel de ce jugement. Son procès commence demain. Il comparaît libre. Vous attendez quoi de ce deuxième procès? Légitime défense. Parce que moi, je voulais tuer personne. Je suis désolé pour ce jeune, mais je voulais personne tuer. C'est arrivé trop vite. Cour d'assises de Colmar, la semaine dernière. Le procès en appel de Jean-Pierre Schneider va commencer. Ça vous fait quoi de vous retrouver là aujourd'hui? Un peu peur, ça me fait peur d'être là. On est désolé que le jeune il est décédé au départ. Parce que c'est arrivé, mais ça ne t'avait pas arrivé. Ça va, monsieur Schneider? Ça va pas. C'est normal que ça n'aille pas. Quand on est en cour d'assises, c'est normal que ça n'aille pas. Maître Betcher est l'avocat de Jean-Pierre. Pour lui, l'enjeu de ce procès est simple. Il veut obtenir l'acquittement de son client. C'est un brave homme qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup souffert et qui a été une victime dans cette affaire et qui se retrouve sur le banc des accusés pour la 2e fois. Et j'espère que la Cour démontrera que, effectivement, c'est bien lui la victime dans cette affaire et non pas celui qui est décédé. Dans la salle des pas perdus, la famille de la victime se prépare, elle aussi, à l'épreuve du procès. Ça, on ne mérite jamais de mourir 23 ans comme ça. Malade, c'est mon mari que tout ça. Ouais, bien sûr. Moi aussi, je ne peux pas vivre comme ça. Je suis malade, mais toutes ces choses. Pour la famille de la victime, comme pour leur avocate, l'accusé n'aurait pas agi en état de légitime défense. Ça, légitime défense, non. C'est terriblement choquant même que de devoir l'évoquer. Enfin, on a bien compris. S'il a fait appel parce qu'il ne veut pas payer le fonds de garantie, eh ben on appréciera. Selon eux, Jean-Pierre Schneider a fait appel parce qu'il ne veut pas payer l'indemnité de 36 000 € à la famille de Cédric Brett. L'audience va commencer. Pour le moment, Jean-Pierre est libre. Il s'installe seul dans le box des accusés. Pour cette première journée, la Cour va revenir sur les faits. Que s'est-il passé le soir du 11 décembre 2003, à Haguenau? Bien, l'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Depuis des mois, les Schneider sont harcelés par les jeunes du quartier qui pensent que le fils de Jean-Pierre a dénoncé à la police des délits qu'ils auraient commis. Ce soir-là, les Schneider regardent tranquillement la télévision. Une trentaine de jeunes se regroupent au bas de leur appartement. On était tous dans le salon. On a regardé un film. On a entendu un grand boom. Je suis allée dans la salle à manger. J'ai vu
une vitre cassée, des pierres et tout. Et j'ai entendu gueuler, crier, et des insultes. Et j'ai commencé à dire ils doivent arrêter, mais ils ne sont pas arrêtés. Et ils ont fait plus, encore plus pire. Il y avait des coups de feu et tout. J'ai commencé à paniquer. Mon mari, il est allé vers la fenêtre. Il a dit qu'ils doivent reculer. Ils ne sont pas reculés. Et je ne sais pas comment il a reçu cette arme dans les mains. Et qu'il a tiré dans la cour. J'ai tiré dans ma cour. Je ne voulais personne toucher. Et je ne voulais pas tirer en l'air. Je ne sais jamais si ça va dans un logement ou n'importe où. C'est pour ça que moi j'ai dit, c'est un vieux fusil. Moi je ne l'ai jamais utilisé et j'ai tiré par terre. Jean-Pierre tire une première fois. En entendant la détonation, Sébastien Gartner, le cousin de la victime, qui habite l'immeuble en face, se précipite. Il aperçoit à ce moment-là Cédric, qui donne des coups de pied dans la boîte aux lettres des Schneider. Il a mis un ou deux coups de pied ici. Voilà, ici il a donné un ou deux coups de pied. Et ils ont ouvert le volet qui était là. Ouais, c'est de là qu'il a tiré. Et il a braqué vers en bas. Mais il hésitait, il ne voulait pas tout tirer. Il a braqué. Et sa femme, à plusieurs reprises, elle a dit en alsacien, tire, tire. En alsacien. Et elle a tellement crié fort que je l'ai entendu de là-bas. Elle a dit tire, tire. J'étais à 30 ou à 40 devant le bloc. Avec le premier coup, ils sont quand même forcés, encore une fois forcés. J'ai retiré une deuxième balle. Et après, tout était calme. C'est cette deuxième balle qui a touché Cédric. Son cousin se précipite à son secours. Il a dit, il m'a eu, il m'a eu. Alors je dis, montre une fois, pour que je voie. Et il y avait la chemise déjà ouverte. Et j'ai regardé, et j'ai vu le trou au niveau du cœur. Et le problème qu'il y a, c'est que j'ai pas vu du sang à l'extérieur. Alors moi, je me suis dit, c'est grave là. Touché en plein cœur, Cédric décède quelques minutes plus tard. Jean-Pierre est interpellé rapidement. C'est à ce moment-là qu'il apprend qu'il vient de tuer un des jeunes. Il reconnaît avoir tiré et donne l'arme au policier. Jean-Pierre soutient qu'il a tiré sans viser quelqu'un en particulier. D'ailleurs, il utilise une vieille carabine 22 long rifle qui ne permet pas le tir de précision. Il se défendait face à une agression qui était particulièrement illégitime. Et il n'y a pas de raison que celui-ci en subisse le poids de cette condamnation, qui est forcément infamante, comme toute condamnation. Mais pour la famille de Cédric, le geste de l'accusé est disproportionné. C'est quand même un gamin de 23 ans, hein, un homme en devenir. Il aurait sans doute fait quelque chose de sa vie, du moins je l'espère. Et puis tout s'est arrêté là, puis on vient nous dire légitime défense, parce qu'il a donné des coups de pied dans une boîte aux lettres. Pour le père de Cédric, l'argument de la légitime défense est difficile à entendre. Une vie, on ne peut pas la payer. Hein. Une vie, ça ne se paye pas. C'est pas une histoire d'argent. Alors. Comment? C'est pas une histoire d'argent. Ouais, mais ça ne se paye pas. Une vie, on ne peut jamais la payer. La Cour va maintenant aborder la personnalité de l'accusé. 2 de ses frères sont venus le soutenir à la barre. C'est un garçon bien. Nous, on l'aime bien. Il est sympa. Toujours là, à nos dispositions, si on a besoin de quoi que ce soit. Et il n'y avait aucun problème avec lui. Jamais. Jean n'arrive toujours pas à croire que son frère a pu tirer sur quelqu'un. J'étais choqué, je dit c'est impossible. Ce n'est pas lui, il n'a jamais rien fait. Ça ne peut pas être possible. Je n'y croyais pas. Je pense qu'il a craqué sur le coup, il a dit il n'a pas le choix, ou c'est eux ou c'est moi. Dans ces conditions-là, je pense, je ne sais pas si j'aurais fait pareil ou pas. Pour que les jurés comprennent bien l'ambiance insupportable dans laquelle vivaient les Schneider, leur avocat appelle à la barre un homme qui a habité le même appartement et qui n'a pas supporté l'ambiance du quartier. Il l'a quitté au bout de 10 jours. Le geste de M. Schneider ne m'étonne pas du tout, parce que pour avoir vécu dans ce quartier, j'aurais pu très bien le faire. Ça aurait pu même être moi. Je pense que si j'y étais resté un peu plus longtemps, j'aurais pu craquer facilement, puisqu'il nous pousse à bout quand même. On s'est installé et dès le lendemain, j'ai eu des problèmes donc à 4 h du matin en allant sur mon lieu de travail, où on me demandait de payer un droit de passage. Donc tentative de racket avec des menaces verbales et puis bien sûr des menaces physiques derrière, d'atteinte à la personne en fait.
Tout comme les Schneider, M. Frey vivait dans l'insécurité et se sentait obligé de se protéger. J'avais une machette que je me servais pour aller à la pêche. Et bon, c'est vrai que je l'avais au pied du lit parce que je me suis dit, on est dans un tel état que je me suis dit, j'étais prêt à m'en servir, quoi. Le premier qui rentrait, j'étais pas bien, tout simplement, quoi. La Cour s'intéresse maintenant à la personnalité de la victime. La présidente évoque son casier judiciaire et ses nombreuses condamnations. Ensuite, son avocate veut montrer aux jurés des photos de Cédric avec sa famille. Ça, c'est la veille de sa mort, hein, c'est ça? Celle-ci, oui. Pour Alexandra, la sœur de Cédric, ces photos sont importantes. Son frère est décrit comme un voyou. Elle tient à donner une autre image de lui. Quand on parle de lui, c'est un voyou, il a fait des bêtises, il a fait de la prison, donc il le méritait. Moi, c'est au premier procès, c'est ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il le méritait. Non, désolé, non, je ne suis pas d'accord. Et je veux qu'on remette ça au clair. Oui, il a fait des bêtises, mais est-ce qu'en lançant des canettes sur la maison de quelqu'un, on mérite de mourir? Non, pas pour moi. Non. Pour Alexandra, son frère n'avait rien d'un mauvais garçon. Il avait du cœur, ouais. Et son sourire. Parfois, quand il rigolait, c'était contagieux. Je le revois avec sa copine, deux gamins tout fous. Il y avait de l'espoir quand on les voyait. Et il était très, très amoureux d'elle et il avait envie de faire sa vie avec elle. Et je voyais qu'il était bien avec elle. Je pense qu'il aurait, il aurait pu bien tourner. Sébastien Gartner, le cousin de la victime, vient de témoigner à la barre. Il était présent sur les lieux le soir du drame. Il explique que son cousin connaissait à peine la bande de jeunes. Ce soir-là, la victime est rentrée tard du cinéma. Il pense qu'il a dû être influencé par les autres pour se mêler à l'agression contre les Schneider. Début de soirée, j'ai vu qu'ils étaient tous devant un bloc et qu'ils ont bu. Mais mon cousin n'était pas là avec eux. C'est comme je l'ai dit, il n'était pas là. Il est venu seulement par après. Il n'était pas une personne à faire la misère aux gens. À part si on lui monte la tête vraiment. Et je pense qu'il y en a au moins une ou deux personnes qui lui ont monté la tête. Il a dit ouais, balance là-bas, putain, celui-là, déjà il tire et tout. Alors sûrement mon cousin a dû aller là-bas. Il a dû donner un coup de pied ou deux en bas à la boîte de lettres. C'est ce que j'ai vu, à partir de là que j'ai vu, quoi. Et voilà, l'autre il a pété un câble parce qu'il y en a qui l'ont emmerdé. Il a tiré. Mais pour la défense, ce soir-là, Cédric n'était pas là par hasard. Il était même le meneur de la bande. Cédric voulait rendre la famille Schneider folle. Et effectivement, ce soir en question, ils les ont rendus fous. Et il y a eu un acte fou qui était proportionné, une riposte proportionnée, comme le dit le droit, au regard de la situation dans laquelle se retrouvait cette famille Schneider dans la détresse la plus absolue. Il n'y a rien de beau là-dedans. Ils disent que c'est lui le fautif, c'est pas vrai. Non. Il n'a jamais tué quelqu'un. Hein. C'est vrai, hein, ça. L'avocate de la famille Brett s'insurge et rappelle que la victime dans ce procès, c'est Cédric. On a l'impression aujourd'hui qu'on veut faire le procès d'un garçon qui est mort aujourd'hui, qui ne peut pas se défendre, qui a 23 ans, famille parfaite en face, un voyou en face, le nom a été prononcé. Et maintenant on va dire, quand même, c'est choquant qu'on doive payer 36 000 € à la famille. Il y a quand même un garçon qui est mort et on semble totalement l'oublier. Je suis véritablement choquée. Fin de la première journée d'audience. D'un côté une victime, qui est décrite comme un voyou, de l'autre un accusé, décrit comme un honnête homme. Quelle décision prendront demain les jurés? Dernier jour du procès, c'est le moment des plaidoiries et des réquisitions de l'avocat général. Vous avez envie que ça se termine tout ça? Oui. Le plus vite, le mieux c'est. La famille de la victime est déjà là. Elle attend que le meurtrier de leur fils soit puni. Dans son box, Jean-Pierre attend son jugement avec angoisse et avec compassion pour la famille de Cédric. J'ai de l'horreur parce que le fils est décédé. C'est normal. Des parents tristes, je les comprends. C'est la peine pour eux.
parce que c'est dur quand on perd un enfant. C'est maintenant l'heure des réquisitions de l'avocat général. Contre toute attente, il commence par faire l'éloge de l'accusé. Une situation inattendue qui étonne le public et les journalistes présents dans la salle. Il a qualifié l'accusé d'un brave type. Il l'a presque encensé pendant 5 minutes de ces 15 minutes de réquisitoire en disant que c'était un bon gars, qu'il avait toujours travaillé, qu'il ne buvait pas, qu'il ne se droguait pas, qu'il était inconnu des services de police. L'avocat général demande au juré de condamner Jean-Pierre Schneider, mais d'être indulgent. Il demande 5 ans d'emprisonnement avec sursis, la même peine qu'en première instance. C'est maintenant au tour de l'avocat de l'accusé. Il rappelle que son client était en état de légitime défense et demande son acquittement. Pour finir, il pose une question au juré. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place ? À partir du moment où on est victime d'actes odieux, d'une agressivité inouïe, d'une violence phénoménale, que vous êtes seul au monde, que vous n'avez aucune solution, que vous avez déjà appelé maintes et maintes fois les services de police, l'état d'esprit qui est le leur est un état d'esprit de personnes qui sont aux abois, qui sont affolées, qui pensent que l'imminence du danger est telle qu'il faut réagir. Eh bien, nous sommes dans les critères et dans les canons de la légitime défense. Les jurés se retirent pour délibérer. En attendant, Jean-Pierre Schneider n'est plus libre. Il est emmené par les gardes jusqu'au verdict. Dans 1 heure, à mon sens, ça peut être rendu. 2 heures plus tard, les jurés reviennent. Le verdict tombe. Jean-Pierre Schneider est acquitté. En plus, il n'aura pas à verser d'indemnité à la famille de la victime. Pour les parents de Cédric, c'est un choc. Il quitte le tribunal sans aucune réaction. C'est un procès assez exceptionnel, assez extraordinaire, où je pense que ce procès ce verdict va faire jurisprudence. C'est-à-dire qu'on a accordé en 2e instance à Jean-Pierre Schneider le droit finalement de se défendre. C'est ça que veut dire ce verdict. Et je pense qu'on a fait une avancée judiciaire importante aujourd'hui en rendant ce verdict. Vous étiez confiant jusqu'au prononcé de l'acquittement ou... Non. Non. Vous allez pouvoir reprendre votre vie normale ? Oui. Allez, salut Jean-Pierre. De rien. Je t'avais dit qu'on y arriverait. Rentrez bien. Oui, moi je vous remercie. Ouais. Il faut reprendre un rendez-vous, Madame Schneider. Il faut qu'on se voit parce qu'on va saisir la commission d'indemnisation à raison de la détention provisoire. Donc il faut venir avec toutes les fiches de paye depuis que tu es sorti de prison. Oui. Ok ? Tu prends rendez-vous lundi, t'appelles ma secrétaire. Ah. Jean-Pierre Schneider est libre. Il a déposé un dossier d'indemnisation pour les 11 mois de détention provisoire qu'il a effectué.